Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 176e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 6 août, il est exactement 18h30 et comme la semaine dernière, nous enregistrons donc un mardi soir et diffusons cet épisode de Pause Report mercredi matin pour ne pas être trop en décalage avec l'actualité des Jeux Olympiques. Pour revenir aujourd'hui sur les derniers jours de compétition qui ont été animés du côté de Marseille, nous recevons 2 invités pour lesquels la voile olympique a peu de secrets. La première a 28 ans, elle est spécialiste d'ILCA 6, autrement dit de laser radial dériveur solitaire. Elle a postulé à la sélection française pour ces Jeux de Paris 2024 avant de se voir préférer Luis Cervera. Il s'agit de Marie Barruet qui est du côté de Marseille. Bonjour Marie. Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci. Notre second invité n'est pas à Marseille, mais chez lui à Plouguerneau dans le Finistère. Cela ne l'empêche pas de suivre avec assiduité les compétitions de voile. Il a été un des meilleurs spécialistes français de planche olympique, la RSX, champion d'Europe en 2017, médaillé de bronze au championnat du monde en 2018. Il s'agit de Louis Giara. Bonjour Louis. Salut Axel, salut Marie, salut à tout le monde. Marie-Louis, avant de revenir avec vous sur ce qui s'est passé ces derniers jours du côté de Marseille, je vais donner un peu les principaux résultats qui sont tombés depuis la fin de semaine dernière. Les premiers titres ont été attribués vendredi dernier avec les 49ers et les 49ers FX. La médaille d'or chez les garçons est revenue aux Espagnols Diego Botín, Florian Trittel, tandis que les Français Erwan Fischer et Clément Pékin ont pris la 12e place, tandis que du côté des 49ers FX, les Néerlandaises Odile Van Anolt, Annette Duets ont été sacrées championnes olympiques. La France décrochant sa première médaille en bronze avec Charline Picon et Sarah Steyert, on va en reparler. Ont ensuite été attribués les titres en IQ Foil, la nouvelle planche olympique, pour l'Israélien Tom Rovny chez les hommes et pour l'Italienne Marta Maghetti chez les femmes. Nicolas Goyard a terminé 15e pour la délégation tricolore, Hélène Noesmoen 7e. Ce mardi étaient attendus les medal race en ILCA 7 et ILCA 6, 2 séries où la France n'aura pas de médaille, puisque Jean-Baptiste Bernaz a terminé 12e de la phase de qualification, tandis que Luis Cervera a terminé 8e, ce qui lui permet d'être médaillé pour la medal race, mais sans pouvoir accrocher le podium. Et Marie va nous confirmer que ces medal race ont été annulées faute de vent. Le podium, si mes comptes sont bons, n'est malheureusement plus accessible après les manches d'aujourd'hui pour le 470 tricolore de Camille Lecointre et Jérémy Mion, 7e avant la médaille race, et pour le NACRA 17 de Tim Mourniac et Lou Berthaumieux, qui sont quant à eux 6e. Les derniers espoirs de médaille française reposent donc sur les épaules de nos 2 spécialistes de kitefoil, Lauriane Nelot et Axel Mazella. La première a repris les commandes du classement ce mardi en remportant la seconde des 2 manches courues, tandis que le second est 5e au général, mais a porté des premières places. Les compétitions olympiques s'achèvent, si tout va bien, jeudi du côté de Marseille. Et ben voilà pour ce petit compte rendu de cette semaine qui a été bien animé avec un plan d'eau marseillais bien capricieux. Je vais d'abord vous poser la question que j'ai posée à mes précédents invités les semaines précédentes. Racontez-nous un peu comment vous vivez les Jeux. On va commencer avec toi, Marie. J'imagine que tu les vis pleinement du côté de Marseille. Ouais, effectivement. Donc, j'étais sur place depuis le 28 juillet, à suivre de très près, faire pas mal de commentaires. J'étais surtout basée à la Maison Bleue, la maison de Banque Populaire, qui était sur la corniche. Donc, on avait une vue imprenable sur la baie. Et parfois, ça faisait mal au cœur de regarder parce que c'est vrai que les conditions étaient un peu capricieuses jusqu'à aujourd'hui encore. Toutes les finales ont été reportées. Aucune finale n'a pu être à l'heure. Donc, c'est un peu une régate de patience.
Complètement. Raconte-nous un peu l'ambiance. On en a beaucoup parlé la semaine dernière avec nos invités Pierre Lecoq et Mila Moros. On constate sur tous les sites de compétition olympique que l'ambiance est assez dingue. Est-ce qu'à Marseille c'est aussi le cas? C'est le feu sur la digue quand les bateaux sortent du port, de la marina? Ouais, c'est la folie. C'est sûr que c'est le feu. Tout le monde crie. C'est au jeu de qui encourage le plus fort. Des t-shirts sont faits, des banderoles, des drapeaux. Il y a un monde incroyable tellement que la sécurité doit réguler le passage parce que ben, malheureusement, ils ont un nombre limité de spectateurs pour respecter les règles de sécurité. Et chaque jour, c'est la queue pour aller sur la digue, encourager les athlètes quand ils sortent et quand ils rentrent de la marina. Ils ont placé une bouée à la fin de cette digue, donc bah, tous les athlètes doivent passer le long devant à l'entrée et à la sortie du port. Donc ça permet vraiment de voir tout le monde. Et puis voilà, d'encourager tout le monde. Surtout pour nous, c'est plus trop du coup qui encourager parce qu'on a plein de copains sur l'eau. C'est assez incroyable, ça rassemble tout le monde, beaucoup de familles qui sont là, beaucoup de personnes ont fait de déplacements. Je m'attendais à ne pas voir autant d'étrangers en fait, mais au final, si, il y a beaucoup de Français, mais il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus de tous les pays. Donc c'est assez impressionnant. Louis, toi, tu regardes ces régates devant ton poste de télévision. Raconte-nous, toi, comment tu vis un peu ces jeux. Forcément, à distance, c'est différent, mais est-ce que tu sens aussi un peu pris par cette ambiance qui est absolument dingue? Bah ouais, carrément. Moi, c'est un peu avec une double casquette, on va dire. Déjà en tant que premier supporter de l'équipe de France et puis de l'équipe de France de voile, parce que j'ai été membre de cette équipe pendant de nombreuses années. Donc, on a beaucoup de connaissances dans cette équipe et on est tous derrière eux pour qu'ils fassent les meilleurs résultats possibles. Et puis après, j'ai été aussi mobilisé par Eurosport pour commenter sur leur plateforme digitale Max les différentes épreuves. Donc j'ai commenté pas mal de 49ers et d'IQ Foil la semaine dernière et je vais terminer jeudi avec les kite foil. Donc voilà, aussi avec un autre œil, une possibilité de voir les images qui sont produites par OBS. Donc voilà, c'était aussi intéressant de pouvoir voir ça derrière mon écran. Et effectivement, on avait quelques passages où on voyait que la digue était bien remplie, qu'il y avait beaucoup de supporters et pas que français. Donc c'est chouette de voir que beaucoup de monde s'est déplacé à Marseille. Marie, tu as été, comme je disais en introduction, tu as fait cette préparation olympique, tu visais la place en ILCA 6, le laser radial. Raconte-nous un peu comment tu as vécu un peu ces derniers mois, à partir du moment où tu as appris que c'était Louise qui était sélectionné. Et comment tu as pris cette décision? Est-ce que tu t'y attendais? Et après, je crois que tu as été sa partenaire d'entraînement. Raconte-nous après comment on passe d'une concurrente à une coéquipière qui doit aider son ancienne concurrente à aller chercher un bon résultat sur le plan d'eau olympique. C'est quelque chose qu'on avait préparé en amont quand même. Donc Louise, ça fait bah, je pense plus de 15 ans qu'on se connaît. On a fait l'optimiste ensemble et puis on a fait nos débuts en laser ensemble. Et c'est vrai qu'on avait chacune un projet séparé. Donc elle s'entraînait au lac de Garde avec Fabrizio Lazzarini, qui est son coach aussi sur les Jeux Olympiques, donc en Italie. Et moi, je m'entraînais à Grande Canaria, à Las Palmas, avec donc l'académie Sailing Academy Grande Canaria, où j'étais entraînée par mon frère. Et on s'était réunis toutes les deux, on se voyait souvent sur les compétitions et on s'était dit que peu importe qui se qualifie au jeu, va falloir qu'il y ait un partenaire parce qu'on s'entraînait avec des étrangères. Et on savait très bien qu'en fin de préparation, il fallait les regrouper nos forces et s'assembler ensemble pour représenter notre pays. Et du coup, on avait fait un pacte. Donc, si je me qualifiais, elle serait ma partenaire. Et puis, si elle se qualifiait, je serais sa partenaire. Malheureusement, ça s'est passé où c'est elle qui s'est qualifiée. Euh, Notre dernière épreuve de sélection, c'était mon championnat du monde en Argentine. Et quand elle a fini devant moi en rentrant à terre, je pense que ça a été le jour le plus dur parce que même si j'avais pas la réponse officielle au fond de moi, je savais, j'étais persuadée que je n'irais pas à Paris. Donc en rentrant à terre, je suis allée voir Louise et je lui ai dit bravo et je lui ai dit que il me fallait 3 semaines où j'allais déconnecter mon téléphone. J'ai pas répondu aux journalistes, j'ai répondu à personne. J'ai pris le temps de me recentrer et de rassembler mes forces pour revenir. Et puis du coup, ça c'était au mois de janvier. On a commencé à naviguer ensemble du coup au mois de mars. Et puis après, la préparation s'est bien passée. Moi, ça m'a permis de découvrir un peu ce que c'était d'être qualifiée aux Jeux Olympiques à travers Louise. On s'est beaucoup entraidés. Je pense qu'on se complète quand même énormément en termes de qualité technique sur l'eau.
Donc ça m'a permis aussi de moi progresser en parallèle, de la faire progresser et d'entamer ma prochaine campagne pour Los Angeles. Donc c'est vrai que ma motivation, c'était les prochains Jeux Olympiques. Ça me permet de faire une pause un peu en même temps que tous les qualifiés. Parce que là, continuer à m'entraîner jusqu'au mois de juillet sans objectif, ça aurait été impossible sinon. Donc, aider Louise, c'était un bel objectif pour moi de garder ma motivation et de continuer à bosser à terre et sur l'eau. Donc voilà, non, une super ambiance d'équipe. J'espère que ce ne sera pas à refaire et que la prochaine fois, c'est moi qui serai qualifiée. Mais honnêtement, aucun regret. Franchement, c'était incroyable à vivre. Ouais, j'imagine que c'est en plus une expérience enrichissante parce que comme tu le disais, tu vois déjà plus loin et vers Los Angeles 2028. Il y a aussi cette maison bleue dont tu parlais où je crois que les athlètes français viennent un peu se mettre un peu à l'abri en tout cas de la foule et tout ça. Raconte-nous un peu l'atmosphère dans cette maison bleue. Alors la Maison Bleue, c'était pas la maison équipe de France, hein, donc c'est C'est un pas peu la maison différent. équipe de France, pardon. Ouais, ok. C'est un peu différent, donc on a eu un peu des passages d'athlètes, mais assez succincts. Je Ouais. pense que tu l'as dit dans les résultats, ça va pas forcément dans le sens dans lequel on l'espérait. Donc il y a Hmm. un petit peu de déception, c'est pas toujours facile à gérer. Donc moi mon rôle, j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont là, donc être là pour eux. Et puis après la journée dans cette Maison Bleue, en fait, beaucoup de sponsors qui sont venus et surtout les familles des athlètes français, famille D'accord. de de Louise, d'Axel, de Lauriane. J'ai eu beaucoup de familles qui sont passées, donc mon rôle c'était de communiquer avec eux, leur expliquer ce qui se passe sur l'eau, comment ça se passe. Et puis on était vraiment aux petits soins, c'est la Banque Populaire qui a organisé ça, donc à manger, à boire, de l'ombre surtout, un peu de fraîcheur, et cette vue imprenable. Donc on avait aussi Eurosport qui était retransmis avec Louis un petit peu derrière, et puis on faisait nos propres commentaires avec le tracking aussi. Voilà. Bon, belle expérience. Louis, ce qu'a vécu Louise depuis Marie, pardon, depuis le mois de janvier, tu l'as vécu toi, si je me souviens bien, auprès de Pierre Lecoq avant les Jeux de Rio. Raconte-nous, tu te souviens de cette expérience? Raconte-nous comment ça s'était passé pour toi. Ouais, effectivement, j'avais été remplaçant de Pierre Lecoq pour les Jeux de Rio en 2016. Ben, c'est hyper enrichissant comme expérience parce que bon, déjà, on a la possibilité d'accompagner un athlète sélectionné jusqu'à quelques jours des Jeux, donc on voit les infrastructures, on voit l'épreuve se mettre en place sur site, donc voilà, ça donne vraiment envie de les vivre pour soi. Et puis voilà, ça permet aussi je trouve, de beaucoup grandir dans sa carrière parce qu'en fait d'accompagner un athlète à se préparer pour les Jeux, nous on le fait en tant que partenaire d'entraînement et donc avec beaucoup moins de pression. Et je trouve que moi, ça m'a beaucoup apporté pour ce que j'ai voulu remettre en place pour Tokyo 2020. Donc malheureusement, j'ai pas eu la sélection pour les Jeux suivants. Mais en attendant, je crois que ça avait été vraiment une belle marche dans mon parcours de sportif. Donc ouais, c'est un mix de plusieurs choses, mais en tout cas, moi, j'avais vraiment essayé de vivre le truc à fond, donner le meilleur de moi-même pour accompagner un athlète et essayer de lui donner le maximum de choses avant ses jeux. Et puis en même temps, ouvrir les yeux en grand, essayer d'emmagasiner le maximum d'expérience de tout ça. Et c'est vrai qu'à titre perso, ça m'avait bien aidé, mais voilà, ouais, ça met des bonnes étoiles dans les yeux. Puis j'imagine que là, Marie à Marseille pour les Jeux en France, ça motive bien pour la suite. Ouais, c'est évident. Pierre, qui était notre invité la semaine dernière, nous disait qu'il avait tenté sur cette Olympiade lui aussi de passer de la RSX à la Foil, qui est donc la nouvelle planche olympique. Je crois que toi, Louis, ça a été aussi le cas. Et finalement, il y a un moment où tu t'es arrêté. Alors, raconte-nous un peu comment ce début d'Olympiade que tu as interrompu. Ouais, moi j'en ai fait 2 ans et demi, on va dire, à partir de la non-sélection en 2020 jusqu'au championnat du monde à Brest fin 2022. C'était plutôt enfin pas une décision, c'est pas facile à prendre, mais j'étais très aligné avec mon choix. C'est vrai que le changement de support a fait évoluer, on l'a vu encore notamment pendant ces Jeux, mais les formats de course qui, voilà, avec des manches qui sont de plus en plus courtes, où la tactique et la stratégie est parfois quasiment inexistante parce qu'on est sur des courses de vitesse qui sont extrêmement courtes. Donc c'est un truc que j'appréciais un petit peu moins.
et puis notamment des gabarits aussi qui ont été transformés complètement avec l'arrivée de ce support à foil, ou pour ceux de la RSX qui ont plutôt bien réussi à faire la transition. Donc l'Israélien qui est devenu champion olympique il y a quelques jours a couru en RSX pendant de longues années avec moi, et c'est vrai qu'il a pris au moins, je pense, 20 kilos pour être performant et être à ce gabarit cible qui permet de pouvoir jouer parmi les meilleurs et répondre au format de course, etc. Donc c'est vraiment pas facile. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui ont réussi à faire ce switch. Donc voilà, personnellement, j'avais aucun regret de m'arrêter là. C'était pas fait vraiment pour moi. Je prenais beaucoup de plaisir à naviguer, à régater, mais globalement, ouais, le gabarit et le changement physiologique que ça demandait était beaucoup trop important pour moi. On va parler maintenant de cette semaine de régate sur un plan d'eau qui est éminemment compliqué, hein, avec beaucoup de petits temps. On avait fait un article dans Tip and Shaft il y a 2 semaines où on essayait de se projeter sur le nombre de médailles possibles pour l'équipe de France. Et en conclusion de cet article, Marie, tu le disais, en même temps, il faut se méfier de ce plan d'eau qui peut un peu complètement rebattre les cartes. On a l'impression que c'est un peu le cas. Raconte-nous un petit peu les conditions qui sont quand même très très capricieuses à Marseille. Bah, les premières conditions capricieuses, c'est qu'on a quand même une grosse vague de chaleur en ce moment. Donc il fait très très chaud, l'air est très très stable. Je pense que bah, ça limite un peu le thermique, le développement de la brise thermique qu'on a habituellement. Après, il y a quand même eu un jour avec de l'air, je crois que c'était le 2 août, où il y avait un petit peu plus de vent. Sinon, c'est quand même des conditions assez light, entre 4 et 7, 8 nœuds maximum. Là, aujourd'hui, encore, les manches, elles se jouent à 4,7, 5,5 nœuds au tracking, on voit. Et puis avec beaucoup d'oscillations. Donc, ouais, pas facile à gérer. Après, ça fait quand même plusieurs années que les athlètes s'entraînent ici. C'est quand même des conditions qu'on a eues. On savait que Marseille, ben, on pouvait avoir de tout en plein été. Donc, c'est pas non plus une grosse surprise en soi. Et les athlètes qui sont devant, c'est des athlètes qui étaient prêts pour ça. Exactement. On va commencer dans l'ordre chronologique par les 49ers et les 49ers FX. Honneur aux médaillés, Charline Picon, Sarah Steyert. Louis, tu étais forcément sur place quand Charline et Sarah sont revenus dans la marina avec l'assurance d'avoir cette médaille de bronze. Raconte-nous comment était l'ambiance sur place. L'ambiance sur place, c'était assez incroyable. Alors moi, en plus, ce jour-là, je devais venir avec mes petits cousins pour leur montrer, parce qu'ils connaissent bien Nicolas Goyard, la medal race de Nico. Sauf que, bon, bah, malheureusement, Nico n'est pas rentré en medal race, mais un peu par chance, la medal race des FX et des 40 a été décalée du coup au 2 au lieu d'être le premier. Donc on s'est retrouvés sur place. Et puis c'était impressionnant, le nombre de personnes qui étaient là, les cris, les chants, les pleurs de joie. Quand les gars de la Fédé ont porté le bateau de Charline et Sarah sur la plage, oh, ça fait rêver quoi. Ça donne les larmes aux yeux. Clairement, j'ai des petites larmes qui ont coulé. Puis personne les attendait. Elles ont prouvé au monde que bah, c'était possible. Elles sont rentrées dans la légende ce jour-là quoi. Ouais, troisième médaille consécutive pour Charline Picon, or en 2016 à Rio en RSX, argent toujours en RSX à Tokyo en 2021, bronze en 49er FX, un tout nouveau support. Toi qui as fait de la RSX comme Charline, Louis, quel est un peu ton regard sur la perf de Charline et de Sarah, bien évidemment, qui Sarah, elle, faisait du laser radial avant. Bah franchement, c'est impressionnant parce que dans une carrière, réussir à être parmi les meilleurs mondiaux sur deux disciplines différentes en voile olympique, franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui peuvent se targuer d'avoir fait ça. Donc franchement, c'est vraiment impressionnant, surtout dans un laps de temps aussi court, hein. Je pense que ce soit pour Marie ou pour ma part, on a quand même fait des carrières assez longues, et on voit que ça prend quand même, mais pour d'autres aussi, hein, énormément de temps d'arriver parmi les meilleurs mondiaux d'une série olympique. Et là, elles ont eu le luxe d'être championnes du monde ou d'être médaillées olympiques déjà en planche à voile, et puis de changer de support et de se retrouver quelques années après sur ce 49er FX là. En plus, sur une préparation olympique à l'échelle d'un sprint, hein, parce que les Jeux ont été décalés d'1 an, donc là, il y a eu 3 ans pour se préparer.
Franchement, j'étais vraiment perplexe au début de leur aventure et je pense que on va pas se cacher que c'était pas forcément la discipline qu'on attendait le plus parmi l'équipe de France de voile pour aller décrocher une médaille. Et voilà, elles ont montré leur classe et leur expérience sur cette semaine-là. Alors, elles ont aussi probablement rencontré les conditions qu'elles apprécient particulièrement, mais en attendant, il fallait aussi aller le faire et puis pas flancher. Et ça, elles ont montré vraiment toute leur expérience sur cette semaine de compétition. Alors ça a été un petit peu plus dur une journée où voilà, il y a peut-être eu un peu plus d'air, où il y a eu elles étaient un peu plus en difficulté ce jour-là, mais bon, on le voit, peu importe la discipline ou les athlètes, tout le monde a une journée un peu compliquée. Et puis voilà, derrière, elles se sont remobilisées, elles ont été hyper solides sur le dernier jour de qualification. Et puis voilà, sur la médaille, elles ont fait ce qu'il fallait. Alors ça aurait pu être mieux. Forcément, elles étaient en tête du classement général avant le départ de la médaille race, mais voilà, je pense qu'elles sont ultra satisfaites de cette médaille de bronze et clairement, c'est vraiment vraiment impressionnant. Ouais, ouais, elles sont passées par beaucoup de hauts et de bas pendant cette PO. Hein. Elles étaient encore en novembre dernier au-delà de la 30e place sur les championnats du monde ou d'Europe, je me souviens plus, qui ont été disputés en fin d'année dernière. Elles sont arrivées finalement en forme au bon moment. Marie, toi, quel est ton regard sur la perte de Sarah Steyert qui fait le même support, qui a fait le même support que toi. Elle était championne du monde à l'époque, on appelait ça encore le laser radial en 2008. Quel est un peu ton regard plus précisément sur elle? Je pense qu'elles le méritent très fort. Elles se sont donné un défi qui était très très élevé. Et puis le mix des deux, je pense, c'est ce qui a fait la réussite de cet équipage parce qu'ils étaient très complémentaires. Ah, bah, alors après, c'est vrai que Sarah, c'est pas forcément ma génération. J'ai dû faire quelques régates en même temps qu'elle, mais après, ben, c'était le moment où elle avait arrêté. Mais bon, le laser, ça apprend quand même la stratégie, l'aspect tactique, la régate, le jeu de la régate. Sarah, comment ça s'appelle? Elle a quand même fait plusieurs fois les Jeux Olympiques. Elle les a fait 2 fois en laser, une fois en FX avant. Charline, qui a déjà eu une médaille, qui a l'habitude de la pression, qui sait comment gagner, parce qu'elle a déjà gagné. Et les deux, ben, ça a fait un équipage explosif qui a perfait. C'est clair. Louis, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, effectivement, en plus, on a vu, c'est vrai qu'avant la sélection, les résultats étaient pas toujours présents, et puis la sélection en elle-même a pu être critiquée, pas comprise, etc. Et puis derrière ça, elles ont vraiment montré leur force, elles sont montées en puissance, notamment avec ce championnat d'Europe à la Grande Motte où il me semble qu'elles sont montées sur le podium. Et puis ces jeux enchaînés. Où voilà, après la sélection, je pense qu'elles se sont dit: Maintenant on va montrer à tout le monde, comment comment on se prépare et comment on va faire pour aller sortir une grosse perf». Et puis, voilà, après, elles ont répondu ultra présent sur ces jeux. On sait qu'en plus c'est une compète hyper atypique, hein. On en voit qui malheureusement ne réussissent pas à jouer avec cet environnement, cette compétition particulière là. Et puis elles ont voilà, elles ont tout aligné et ça fait cette superbe médaille. Donc vraiment, ouais, un très très grand bravo à elles. Malheureusement, ça n'a pas été le cas de nos garçons en 49er. Clément Péquin et Erwan Fischer n'ont pas réussi à se qualifier pour la medal race. Ils arrivaient avec le titre de champion du monde en mars à Lanzarote. On va continuer avec toi, Louis. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? On a l'impression qu'ils ont jamais vraiment, euh, ils ont eu du mal à démarrer dans la compétition. Ils ont pris des départs compliqués. Toi, d'extérieur, comment tu vois ce qu'il faut bien appeler un échec pour eux parce qu'ils visaient une médaille? Ouais, effectivement, un peu difficile. Je pense que pendant les 2-3 premiers jours, ils sont, on va dire, plutôt restés à portée de fusil du podium. Effectivement, les manches étaient pas incroyables, mais ça restait, voilà, à 10, 15 points de la médaille de bronze. Donc, je pense qu'ils gardaient énormément d'espoir pour, voilà, déjà se qualifier en medal race et puis rester et être capable d'aller jouer une médaille sur les derniers jours. Et puis malheureusement, il y a eu cette journée-là où ils mettent en place une super manche et puis ils sont UFD, donc ils ont volé le départ, disqualifiés. Je pense que ça a été un petit peu la petite goutte d'eau pour eux. Derrière, ils n'ont pas non plus réussi à se remobiliser pour la manche qui suit.
Et voilà, ça a été un peu le coup près pour eux et ça les a un petit peu assommés. Donc c'est vrai que c'est hyper frustrant. Après, pour avoir un peu commenté, j'ai quand même vu un petit peu pas mal les 49ers naviguer. Bah, c'est des toutes petites flottes, ça brasse beaucoup, donc c'est vraiment une course par élimination où quand à un moment donné, tu accumules un petit peu trop de petites erreurs, bah voilà, c'est trop difficile à jouer. Et malheureusement, les courses que j'ai vues, bah, c'était souvent des bords un petit peu obligatoires avec des effets de site vraiment prononcés. Donc si tu n'arrivais pas à prendre le départ au bon côté, tout de suite à te mettre dans le bon paquet et aller jouer bah, avec les 10 premiers, et puis après faire du gain petit pour aller gratter ces petites places qui font la différence à la fin de la semaine, bah, ça faisait tout de suite des manches qui étaient voilà, vers les 12, 16. Et ça, c'est voilà, quand on commence à en faire rentrer un petit peu trop, bah, on perd tous les espoirs de médailles. Donc ouais, malheureusement pour eux, ça a été compliqué. Alors après, ils ont montré que bah voilà, ils savaient gagner, ils ont gagné la sélection, ils ont été champions du monde l'année des Jeux. Donc faut pas tout remettre en question. Mais effectivement, je pense que bah, la grande force mentale de certains équipages, c'est surtout quand il y a des petits points de frustration ou des manches un petit peu délicates, et bah, de réussir à tout de suite évacuer ça, vraiment garder le positif, ce qui a été, et puis réembrayer sur la manche qui suit, vraiment en oubliant bah, les petits trucs qui n'ont pas fonctionné avant. Et ça, je pense que les Espagnols, on l'a vu le dernier jour, pareil, juste avant la médaille, ils étaient en tête, ils ont eu vraiment une journée vraiment, vraiment moyenne. Ça aurait pu, je pense, les éteindre et presque perdre la médaille le lendemain. Et puis voilà, ils ont réussi à se remobiliser, à faire une médaille réussie hyper solide et puis à devenir champion olympique. Donc, je pense que c'est vraiment une compétition hyper particulière à gérer. Et puis voilà, ben, c'était leur premier jeu à Clément et Erwan. Et malheureusement, c'est voilà, un petit peu difficile, mais bon, ils vont revenir plus fort. Bon, et il faut quand même souligner la performance effectivement des Espagnols Diego Botín et Florian Trittel qui 3 semaines plus tôt avaient gagné la saison 4 de CELGP à la barre du F50 espagnol et qui ont été après champions olympiques un mois de juillet-août de fou pour eux. Marie, toi un petit mot sur la performance de Erwan et Clément. Je sais pas si tu les as croisés, j'imagine qu'ils étaient très 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 déçus. Ouais, alors j'en ai pas trop parlé. C'est vrai que bah, j'ai laissé tous les athlètes venir s'ils avaient besoin et quand j'avais pas trop envie de les déranger parce que dans ces moments-là, quand ça m'arrive, ben j'ai pas forcément envie de parler. Donc laisser le temps au temps, laisser digérer. Je pense qu'ils avaient énormément de pression parce que dans tous les pronostics, dans tous les podcasts qui ont été faits, les interviews, ils ont quand même fait deuxième au test event l'année dernière. Ils sont champions du monde cette année. Chez les Forti, il y avait un très très haut niveau en France, mais avec Lucas Emile aussi qui avait fait quand même champion d'Europe en fin d'année dernière. Donc on attendait beaucoup d'eux en général. Donc je pense qu'ils se sont mis une pression de base, être à la maison aussi, bah, de voir justement autant de monde sur la digue, autant de monde autour, autant de médias, parce que pour avoir fait la préparation jusqu'au bout, là, jusqu'au mois de juillet, on a quand même eu la visite du président de la République sur le pôle. Donc c'est pour vous dire à quel point les médias étaient présents. Je pense que ça a été une pression très dure à gérer. Est-ce que ça a joué dans leur performance? Je sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'ils étaient prêts. Ils se sont préparés. Louis a bien résumé ben, la situation mentale. C'était une régate ben, sur les nerfs, avec très peu de vent, beaucoup de chaleur, beaucoup de distribution, beaucoup de hauts et de bas. Je pense qu'ils ont eu un peu de mal à enfoncer le clou. Il leur manquait quelques manches dans les 5. Ils étaient bien entre la 8e et la 13e place, mais ils ont rentré que 2 manches dans les 5, si je dis pas de bêtises. Et je pense que ça leur a manqué pour accrocher les résultats de devant. Et puis clairement, le dernier jour, c'est ce qui les a fait sortir de la medal race. Après, quand on est au jeu, je pense que c'est soit on fait une médaille, soit on est un peu oublié à un moment donné. Donc, pas de regret sur ça, quoi. On va passer à la planche avec Ufeuil, ton domaine de prédilection, Louis. Là aussi, la France, du moins en tout cas chez les hommes, passe un peu à côté. La 15e place de Nicolas Goyard, qui quand cette Olympiade a débuté, était celui qui dominait vraiment la discipline. Comment tu l'analyses? J'imagine que tu as suivi en particulier ses performances. Quel est un peu ton regard sur ces jeux? Ouais, ben, j'ai pas échangé avec Nico, mais effectivement, c'était aussi une très très grosse chance de médaille
pour l'équipe de France et malheureusement, ouais, 15e, pas présent en finale. Donc, je pense il est extrêmement déçu et on est tous déçus pour lui. Alors, c'est vrai qu'un petit peu comme les 40, hein, ça va très très vite. Je pense que on a vu des départs où le vent était pas forcément bien établi sur toute la zone du parcours, donc les planches arrivaient pas forcément à bien prendre le vol. Il y avait pas mal d'athlètes qui se faisaient un peu piéger, qui partaient vraiment en retard, etc. Donc c'était vraiment pas facile à gérer. Les conditions étaient pas limpides, on va dire. Et puis après, j'ai vu qu'il avait eu des petites erreurs, une petite chute à un moment. Peut-être un départ volé aussi, il me semble. Enfin voilà, encore une fois, une course par élimination et il était pourtant bien dans le tempo pendant un bon moment. Et puis il y a eu une journée vraiment compliquée qui a effacé ses espoirs. Alors ouais, grosse déception pour Nico. J'attends d'en savoir un petit peu plus sur ce qui a manqué, mais effectivement, je pense qu'il était prêt. Il avait tout ce qu'il fallait pour aller perfer. En plus, je pense que avec Julien Bontemps qui l'encadrait, c'était un super atout pour lui parce que Julien qui avait déjà fait une médaille olympique, il pouvait justement lui apporter cette expérience des jeux, comment réussir à bien gérer ça et voilà, je pense que Nico il a une approche qui est la sienne des compétitions et justement, je pense que la préparation que ça avait fait avec Julien répondait bien à ça pour Nico. Donc ouais, c'est une grosse déception pour lui. Et la septième place d'Hélène Noes-Moen qui termine quatrième de la phase de qualification et se fait sortir en quart de finale. Elle aussi, un peu comme Nico, elle était très dominante au tout début de la préparation de l'Olympiade. Après, elle s'est fait petit à petit rattraper, mais elle a quand même fait globalement des bons jeux. Ouais, juste Hélène, je trouve que c'est vraiment pas la même semaine que Nico. Je trouve qu'elle fait vraiment une semaine solide, présente. Elle est plutôt montée en puissance au fur et à mesure de la semaine. Et voilà, c'était pas une semaine de patronne, mais c'était une semaine de fille qui va chercher la médaille à la fin de la semaine. Et ça, c'était vraiment propre de sa part. En plus de ça, on le voit sur le quart de finale qu'elle court, elle est en tête, elle mène, elle fait son option et malheureusement, les deux dernières du quart de finale décident de splitter, de prendre l'autre bouée à la porte sous le vent et de partir sur un bord complètement opposé. Et puis c'est ces deux planches-là qui repassent devant là-haut et qui font 1 et 2 de la course et donc qui se qualifient pour la demi-finale. Donc c'est vraiment cruel pour Hélène parce que elle est pas passée à côté de son quart de finale absente avec un départ complètement raté et puis où on s'est tout de suite dit ça allait être impossible. Elle est partie en patronne pour aller se qualifier pour la demi-finale. Et du coup, je pense que ça a été particulièrement difficile à encaisser pour elle parce que voilà, elle était là, elle était présente. Alors après, bon, c'est vrai que ces formats de course, ça va tellement vite, il y a quasiment aucune opportunité de revenir quoi. Je prends l'exemple d'Hélène, mais elle est en tête de sa manche, elle fait son option tactique qui est pas mauvaise hein, parce que derrière sur les manches qui ont suivi, on a vu cette option payer et permettre à des athlètes de revenir et de se qualifier grâce à cette option-là. Donc elle faisait ce qu'il fallait, mais derrière c'est tellement court, il y avait quasiment aucun espoir quoi. Donc c'est vraiment très difficile. Et puis après, les tours se sont enchaînés. On a vu aussi la Britannique euh, Wilson, ouais. Wilson exactement, qui voilà a fait pareil une semaine pour le coup la semaine de patronne, qui était là pour gagner les jeux, qui avait tout réuni. Et puis elle est en tête à la porte sous le vent. Elle emmène les trois autres filles avec elle. Elle est un peu bloquée pour virer de bord. Et puis c'est l'Italienne qui déclenche en première, qui est tout de suite sur la lay line et qui passe en tête et derrière le match il est plié là quoi. Donc franchement vraiment super cruel pour elle aussi. Alors je Ouais. pense que à commenter pour le coup moi j'ai trouvé ces formats sympas parce que il y avait du suspense et effectivement à la fin on sait pas vraiment ce qui va se passer donc ça tient en haleine. Par contre pour les athlètes c'est vraiment dur. Et je sais pas si on peut pas trouver un moyen de peut-être faire un peu plus de demi-finales. J'ai regardé le BMX Racing ensuite et j'ai vu que eux, avant de se qualifier en finale, ils faisaient 3 demi-finales et c'était le score des 3 demi-finales qui permettait d'aller en finale. Voilà, est-ce qu'on n'a pas un Ouais, il y moyen a peut-être un juste milieu, ouais. ouais, voilà, de trouver quelque chose qui permet d'un peu plus respecter les athlètes et un peu plus respecter ce qu'est la voile en fait, parce que de tout remettre à zéro quand on a rencontré des conditions
varié sur plusieurs jours, etc. C'est vraiment compliqué. Donc voilà, pour revenir à Hélène, ouais, je suis vraiment frustré et déçu pour elle parce que je trouve qu'elle répondait quand même vraiment, vraiment présente. Donc voilà, dur à digérer. J'espère que ça va pas l'assommer et qu'elle va continuer et revenir aussi plus forte. Ouais, on rappelle qu'Emma Wilson, l'anglaise dont tu parlais, termine troisième. Elle avait gagné 8 des 14 manches de qualification. Elle était effectivement très dominante. Marie, on va passer à ton support, l'Ilka 6 et l'Ilka 7 pour les hommes. Donc anciennement laser radial laser. On va commencer par parler des performances de Louise, qui, comme je le disais en introduction, est qualifiée pour la médaille race qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui et qui a été reportée. Elle est huitième hors de portée du podium, mais huitième et qualifiée pour la médaille d'or. C'est un peu, selon toi, c'est un bon résultat. Quel est ton regard sur sa semaine? Alors moi, juste avant ça, je voudrais un peu rebondir sur ce que Louis a dit parce que Nicolas Goyard, faut savoir que c'est mon meilleur ami. Donc c'est vrai que j'ai D'accord. vécu à ses côtés et que ça m'a brisé le cœur, clairement. Surtout de la Maison Bleue, on avait vu sur toute la baie. Et je pense que pour rebondir ce que Louis dit, il y a un gros progrès à faire sur le format de course. Et puis, je pense que c'était un peu une première. C'était la première fois que les AccuFoil participaient aux Jeux Olympiques. Donc, sur les endroits aussi où ils ont été positionnés et sur les choix des formats de course, parce qu'il y a plusieurs types différents. Il y a les races, il y a les slaloms et il y a les marathons. Je pense qu'il y a quand même il y a eu quelques petites erreurs qui ont été faites, beaucoup d'attentes et de voir des athlètes qui volent et d'autres qui volent pas parce que les conditions sont pas établies, je peux vous dire que moi, par exemple, à commenter en direct, ça a été très très dur de rester correct à certains moments parce que les gens ils me demandaient mais pourquoi et j'étais là je sais pas, c'est comme ça, les décisions c'était compliqué et le fait que Emma, elle a quand même fait des posts là récemment en accusant World Sailing de mettre la santé mentale des athlètes à risque. Et puis Nico qui a aussi posté sur son compte Instagram, donc qui a été un peu plus nuancé, mais qui a quand même soulevé certains problèmes justement de ces Jeux Olympiques. Donc on va voir pour la suite, mais c'est clair qu'une amélioration, je pense, pour la classe AccuFoil est à envisager si on veut que ça marche sur le futur, quoi. Bon, parlons maintenant de Louise. Quel est ton regard sur sa semaine avec sa huitième place avant la médaille race? Notre petite loulou, franchement, elle a fait une super régate. Comme dans toutes les séries sur les lasers, il y a eu des moments compliqués avec beaucoup de points qui ont été distribués. Louise, elle a quand même eu un jour où elle a cassé son Cunningham, donc elle est partie vraiment très très loin derrière. Elle a réussi à remonter 23e ou 24e de cette course, ce qui reste correct. Mais au final, aujourd'hui, je pense que c'est cette manche-là vraiment qui lui porte préjudice. Il y a aussi une manche qui a été annulée où elle était en tête. Et ça aurait pu l'aider. Après, avec des si on refait la régate, je pense qu'elle a été elle a fait ce qu'il fallait, elle a fait ce qu'il fallait faire, elle a fait ce qu'elle savait faire. Elle a parfois manqué un peu de réussite sur certaines choses, mais pas de regret. Devant, quoi qu'on dise, c'est des légendes, que ce soit Marit Boumester, Anne-Marie Rindom, c'était quand même un peu prévisible, je pense. C'est celle qu'on attendait. Le fait que les deux gagnent avant la medal race, ça rend le jeu un peu plus ennuyant, on va dire, mais elle le mérite. Clairement, elle le mérite. C'est celles qui ont dominé la saison depuis quasiment 8 ans, voire même 12 ans quand même. Donc, pas de surprise là-dessus. Et voilà, j'aurais bien aimé que Louise elle puisse jouer la medal parce que je pense qu'elle en avait le potentiel. Voilà, elle a manqué de réussite sur certaines courses, mais elle était prête. Donc, franchement, pas de regret sur son jeu. Cette médaille race, elle est annulée ou elle est reportée? Elle est reportée à demain. Ah oui, Elle est d'accord. reportée à demain, mais malheureusement, demain, les conditions météo sont pas forcément plus optimistes qu'aujourd'hui. Bon, parce qu'elle peut toujours grappiller. Je regarde le classement, là, j'ai le classement sous les yeux. Elle peut encore grappiller quelques places, quoi. Et effectivement, tu le soulignais, les jeux sont faits, en tout cas pour les deux premières, puisque la néerlandaise Marit Boumester a suffisamment d'avance pour être assurée du titre olympique devant la danoise Anne-Marie Rindom qui prendra la médaille d'argent. Le suspense est encore intense pour la médaille de bronze. On va passer aux Ilka 7, anciennement laser, avec malheureusement pour lui, pardon, Jean-Baptiste Bernaz qui ne disputera pas cette médaille de race. Il termine 12e à l'issue des dimanches courus. On va continuer avec toi, Marie. On imagine pour toute l'équipe de France très déçue pour JB qui disputait ses cinquièmes Jeux.
Ouais, alors je pense que c'est plus de la tristesse que de la déception à ce stade-là. Ouais. Euh, personne s'attendait à ça. Et puis, je pense qu'en ce moment, on est tous plus blessés pour JB que déçus. L'avoir vu, ben ouais, c'est pas forcément très joli à voir. Ça fait de la peine. C'est pas ce qu'il était venu chercher. Et puis surtout que c'est son pire résultat qu'il ait jamais fait au jeu, quoi. Le jeu, tout à fait, ouais. JB qui a manqué beaucoup de réussite. Et puis, ouais, je pense que c'est encore trop tôt avec lui parce que je l'ai croisé, mais c'est vrai que c'était encore trop tôt de faire un bilan, je pense, sur vraiment ce qui s'est passé, de ce qu'il a communiqué, c'est qu'il était prêt et qu'il n'y a pas d'excuse, il y a pas d'excuse là-dessus. Donc c'est pas une blessure, voilà, c'est pas un trauma, rien de spécial. Ça l'a pas fait et c'est triste, voilà. C'est juste pour l'instant, c'est juste triste, quoi, parce qu'il méritait pas ça. Après, est-ce qu'il va rebondir sur autre chose? Il y a quelques rumeurs, voilà. Il a peut-être d'autres projets qui vont arriver, mais une chose est sûre, c'est que c'était ses derniers Jeux Olympiques en laser et partir comme ça, voilà, je pense on est tous peinés plus que déçus. Louis, tu as côtoyé Jean-Baptiste sans doute en équipe de France parce il est en équipe de France depuis longtemps. Quel est toi ton regard? Jean-Baptiste a commenté un petit peu hier en disant qu'il avait fait quelques erreurs, mais qu'il avait encore du mal à analyser exactement où il avait péché. Quel est toi ton regard un peu extérieur et ton sentiment pour Jean-Baptiste que tu as sans doute côtoyé? Ouais, bah super, pareil, hein, super triste pour JB. C'était les Jeux en France, en Méditerranée, c'est cinquième. On avait l'impression que quand même les planètes s'alignaient pour lui. Il avait l'air super en forme. Il avait fait une magnifique semaine de kill au mois de juin, il me semble. Je pense qu'ils avaient construit aussi un super truc avec Nicolas Lebert où JB voilà avait trouvé l'environnement qui pour lui était propice à évoluer dans de belles conditions, se préparer justement avec ce focus précis sur les jeux et ouais c'est hyper dur parce que c'était aussi un petit peu le papa de l'équipe de France hein, avec beaucoup de participation et beaucoup d'expérience et malheureusement il a pas réussi. Je connais pas les raisons du résultat, mais ouais, très triste pour JB parce que je pense que comme Marie le disait, mais on avait vraiment tous envie pour lui que voilà que ça marche. Il y a souvent eu c'est pas passé loin à plusieurs reprises pour lui une médaille au jeu. Et puis là, voilà, je pensais que ça allait le faire et malheureusement c'est pas le cas. Donc déçu pour toi, JB. Bon, et ben le message est passé. On va malheureusement continuer au rayon des déceptions. Aujourd'hui, il y avait une journée clé, la dernière journée des qualifications avant la médaille reste pour le 4,70 français. Camille Lecointre et Jérémy Mion ont pris la 6e et la 13e place. Ils sont, si je calcule bien, maintenant hors de portée du podium avant la médaille race. On va continuer avec toi, Louis. Là aussi, c'est Camille Lecointre qui avait fait médaille de bronze des Jeux en 2016 à Rio avec Hélène de France en 2021 avec Aloïse Retornaz repartait en campagne pour essayer d'aller chercher l'or ou au moins l'argent, en tout cas faire mieux avec Jérémy Mion qui lui avait été sacré champion du monde de 4-7 avec Kevin Péponnet. Ils arrivaient aussi visiblement en pleine confiance avec une belle PO. On est déçu pour eux. Comment toi, Louis, tu regardes un peu leur parcours? Ouais, pareil, hyper déçu. Je pense que tout était réuni pour que ça marche bien. Après, ils ont tout de suite eu deux manches vraiment un peu moyennes le premier jour et un petit peu à l'image de ce qu'on a vu sur les 40, hein, mais c'est toute petite flotte au jeu quand d'entrée tu mets des manches de 12 ou 14 et tout de suite c'est des boulets que tu traînes au pied jusqu'à la fin de la semaine avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que t'as déjà plus le droit à l'erreur. Donc je pense que c'est très difficile d'avoir une entame comme ça. Ils ont quand même hyper bien rebondi parce que ça a remonté au classement. Donc déjà c'est preuve que voilà les choses sont quand même bien en place, on est préparé, on est prêt à aller au combat, répondre et puis à jouer avec les meilleurs de la série. Bon, ça, ils ont tellement d'expérience en 4-7 il y avait peu de doute là-dessus, mais ouais, c'est très difficile pour eux. Et puis voilà, après, suffit de re-rentrer une ou deux manches un peu difficiles et puis on voit tout de suite qu'en point,
c'est quasi mission impossible. Et voilà, malheureusement, avant cette médaille, ils sont pas dans le coup pour monter sur la boîte. Donc, ouais, c'est pareil, très, très déçu pour eux. Après, je pense que la semaine a quand même été particulièrement atypique côté météo, hein. C'était vraiment léger. Il y a eu 1 ou 2 journées par-ci par-là avec un peu plus de vent, mais voilà, je pense qu'ils sont habitués aussi à des débuts de championnat. Je crois que j'avais lu ça juste avant les Jeux, à des débuts de championnat un peu moyens où voilà, c'est un peu des diesels et malheureusement au jeu sur des toutes petites flottes où voilà, s'il y a 2 3 bateaux devant qui baissent pas la garde et qui rentrent pas des manches un peu moyennes, bah malheureusement ces types de régates là, c'est pas facile de revenir dans le match. Et ouais, malheureusement pour eux, ben ce sera pas, ça jouera pas de médaille. Marie, toi, ton regard, aujourd'hui, ils font une première manche de 6 qui les maintient dans le coup, hein. Ils étaient 5 ou 6 au général après cette manche. Ils font derrière une manche de 13 qui est leur moins bon résultat avec une autre manche de 13 qu'ils ont fait. C'était une journée difficile pour eux. Ouais, c'était une journée très difficile. La première manche, ils étaient dans le match. Ils étaient quatrième à la première bout au vent. Et au deuxième bord de près, ben, ils ont fait un peu un bord catastrophique, partir à l'opposé de la flotte, un peu seul au niveau là sur la droite du plan d'eau. Donc ils s'étaient repassés à la 15e place, je pense, vers là. Et ils ont fait un super portant, c'était des fusées. Et puis ils ont réussi à remonter 6e, donc c'était assez impressionnant. Donc on les sentait bien. Et malheureusement, la deuxième manche, ils étaient dans le match. Deuxième manche, pareil, dans le top 5. Et puis là, le vent a fait que tomber. On a fini la manche avec 4 nœuds de moyenne. Donc vraiment très très faible. En plus, ils étaient en direct à la télé, on les voyait complètement dans le bateau en essayant de tenir le spi. Aujourd'hui, je faisais les commentaires avec Lucie Degène qui navigue avec Mathis Paco, qui vient juste d'être sacré champion du monde pour la 3e fois en jeune. Du coup, ben, elle m'expliquait un peu le ressenti qu'elle avait énormément sur le 4-7 dans ces conditions, donc vraiment très compliqué. Ouais, ils sont passés à côté aujourd'hui, c'était la journée importante. Dès le matin, on savait que la météo n'était pas favorable, donc il y aurait sûrement pas les 3 manches de courue aujourd'hui. Il y en a eu 2 quand même. Et puis la dernière, c'est celle qui les a mis dans le rouge. Alors, c'est le jeu de la régate, hein. Ça arrive quand même régulièrement qu'on navigue dans des conditions assez limites. Bah là, ça leur a pas profité. Donc pareil, un peu triste pour eux, plus que déçu pour l'instant. Après, voilà, les athlètes, je les ai vus toute la semaine et puis je suis aussi navigatrice, donc je sais ce qu'on ressent quand ça marche pas. Donc là, c'est plus de la déception à ce niveau-là, c'est surtout de la tristesse parce que bah, ils ont mal, ça c'est certain. Et que aller sur l'eau demain pour jouer une medal race quand on sait qu'on peut pas faire une médaille, ça m'est jamais arrivé, mais j'espère que ça m'arrivera jamais parce que mentalement, la force qu'ils doivent avoir de mettre à l'eau, de faire coucou aux gens, d'être là, parce qu'il faut être là pour les sponsors, pour les supporters et tout, et d'aller se battre alors qu'on sait que ben, on peut pas gagner. Chapeau à eux, quoi. C'est clair. Il y en a d'autres qui vont disputer le medal race demain. C'est en Accra 17, c'est Tim Mourniac et Lou Berthemieux qui se présentaient un peu sur ces jeux en outsider. Et ils ont tenu ce rôle d'outsider, hein. Ils sont 6e au général. Avant la medal race, ils peuvent encore grappiller une place. Ils peuvent passer 5e. Ils ont l'impression qu'ils ont été au rendez-vous. Marie, on va continuer avec toi. Tim et Lou. Lou est encore très jeune, hein. Tim a une trentaine d'années. C'était vraiment un duo qui est monté en puissance au cours de cette Olympiade et qui fait une bonne semaine. Ouais, je pense qu'ils peuvent être super fiers d'eux parce qu'ils ont été très très réguliers, très peu d'erreurs. Il y a aussi une manche où comment ça s'appelle, Lou est tombé à l'eau après le départ. Ils se sont retrouvés derniers et avec la rage qu'ils avaient, ils sont passés 18-5, des choses improbables. Donc ils ont prouvé qu'ils pouvaient être là. Après, ben, dans cette série, il y a quand même un peu les dictateurs, là, les Italiens qui sont très très forts avec Tita, qui sont encore devant. Donc pareil, il y a un peu la hiérarchie respectée, mais une chose est sûre, c'est que putain, eux, ils ont été impressionnants, solides, réguliers. Maintenant, je pense que la prochaine étape, ça va être d'être régulier, plus dans les 6, mais dans les 4, et puis après sur le podium, et ensuite essayer de dominer, parce que je pense que ça peut être vraiment les prochains dictateurs de la série, eux. On parle de dictateurs, effectivement, tu parles de Ruggero Tita et Caterina Banti, qui sont champions olympiques en titre, quadruple champions du monde. C'est un peu les Billy Besson, Marie Rioux de l'époque, sauf que malheureusement pour Billy et Marie, ils n'ont pas réussi à décrocher de médaille olympique. Louis, quel est un peu ton regard sur eux? Ils étaient archi favoris. Ils sont, là je regarde le classement, ils sont pas encore sur le papier, pas encore sacrés, mais pas loin de l'être. C'est impressionnant. Ouais, impressionnant.
Je connais pas suffisamment pour voilà savoir quel est vraiment leur. Enfin, je pense qu'ils déboulent, mais voilà après concrètement sur le bateau, qu'est-ce qu'ils font de différent pour aller beaucoup plus vite que tout le monde. Je sais pas, mais effectivement, ouais, c'est une bonne, c'est un bon mot, la dictature, parce que bah chaque championnat ils sont systématiquement devant et voilà. Néanmoins sur les jeux, malgré cette compétition qui est particulière, ils répondent présent et ils caracolent encore en tête. Donc, ouais, chapeau à eux. On va finir par le kitefoil, hein, qui fait sa première apparition au jeu. Toutes les attentes maintenant de médailles sont sur nos deux Français, hein. Je le disais en introduction, Lauriane Nolot a repris la tête du classement général aujourd'hui en remportant une manche. Axel Mazella est cinquième, mais encore à portée largement de médailles. Est-ce que, Louis, on va continuer avec toi, il y a forcément pour les deux un peu une pression de sauver le bilan tricolore qui est pour l'instant peut-être en deçà des attentes, hein. Une seule médaille de bronze pour l'instant. Le bilan peut être bon si les deux décrochent des médailles et si possible l'or. Est-ce que cette pression, elle peut peser sur leurs épaules avant les dernières journées de régate jusqu'à jeudi? Ouais, je pense que ça peut peser. Après, ils la découvrent pas aujourd'hui, hein. Enfin, on sait que le kitefoil féminin et masculin, c'est des très grosses chances de médaille. Donc voilà, ils découvrent pas aujourd'hui que ils ont cet objectif d'aller chercher une médaille. Maintenant, effectivement, le bilan est plutôt mitigé pour les autres séries. Donc si l'équipe de France de voile voilà veut être hyper satisfaite de ces jeux, bah ça passe par des médailles pour les kitefoil hommes et femmes, et si possible un titre. Donc voilà, c'est pas facile. En plus, on sait que les kitefoil ont aussi un format de finale un petit peu particulier où ils courent à 4, il me semble, et le premier rentre avec 2 courses gagnées et il faut en gagner 3. Donc voilà, c'est un gros avantage quand même d'arriver en tête du classement général provisoire sur les finales pour eux. Donc voilà, pour Axel, je pense qu'il y a cet objectif de réussir à remonter. Lauriane, elle s'est réinstallée en tête, donc c'est super bien. Voilà, on a vu aussi hier sur Instagram que Lauriane, elle avait eu un plastique dans le foil à une course et que ça l'avait pénalisé. Et on voit que voilà, il y a énormément de choses qui sont exacerbées sur les jeux, et il faut justement, bah, comme j'ai dit un petit peu précédemment, mais réussir à évacuer ça rapidement, pas accumuler trop de frustration et rentrer dans une spirale un peu négative pour la suite de la semaine. Donc voilà, à eux je pense de se protéger là, et bah, de continuer à faire ce qu'ils savent faire. En plus, c'est bon, à l'image des kitesurfers, on va dire, on les connaît comme ça, toujours avec le smile, et puis ils ont l'air toujours assez détendus. Donc je pense qu'il faut vraiment garder cet état d'esprit, et voilà, qu'ils continuent à faire du beau kitesurf comme ils savent faire, et ça va faire de belles choses jeudi. Oui, effectivement, il y a un format aussi particulier. Alors, j'ai essayé de le comprendre. Je vous avoue que j'ai pas compris grand-chose, mais t'as finalement assez bien résumé la question, Louis. Marie, comment tu les sens, toi, Lauriane et Axel? Est-ce que toi aussi, tu penses qu'ils peuvent aussi vivre avec cette pression du bilan français, ou ils vont arriver à s'en libérer? Je pense que c'est dur à dire. De sûr, c'est ceux qui me font le moins stresser, entre guillemets. J'ai confiance en eux, de les voir relax et tout, voilà, de les voir partager sur les réseaux, etc. Je les sens quand même plutôt bien. Après, ben pareil, hein, pour eux, c'est leurs premiers Jeux Olympiques. C'est la première fois qu'il y a des kites au jeu, donc la gestion aussi de l'organisation est pas la même. C'est un peu le crash test. Et puis de là, il y aura des améliorations. Pour l'instant, ils sont quand même plutôt bien. Après, la pression, eux, ils ont quand même un peu plus navigué à la maison. Ils ont fait un championnat du monde hier cette année. Il y a quand même plus de spectateurs en kite, par exemple, qu'en laser. Donc, je pense qu'ils savent mieux gérer ça. Après, la pression de l'équipe de France, à mon avis, en tout cas, l'ambiance à Marseille n'est pas encore au bilan, hein. Donc, il n'y a pas forcément de se dire, bah, c'est des jeux ratés, c'est des jeux réussis. Non, pour l'instant, tout le monde est concentré dans les Jeux Olympiques. Et en tout cas, de l'extérieur, on sent absolument pas cette pression de bilan de médaille équipe de France. On est déçu pour les athlètes pour l'instant, mais on parle pas du tout de bilan encore. Bon, on rappelle que l'objectif de la Fédération française de voile avant ces Jeux était de faire mieux à Tokyo. Donc à Tokyo, on a fait 2 médailles de bronze, une d'argent.
Donc on peut encore faire mieux notamment si Lauriane ou Axel, on leur souhaite, terminent en or ou en argent à l'issue de cette semaine. Un dernier mot, on va parler de vous maintenant pour finir. On va continuer avec toi, Marie. Quelle est maintenant la suite du programme pour toi? Tu disais en introduction, hein, tu as encore des ambitions olympiques et notamment en vue de Los Angeles. Quel va être le programme de tes prochains mois? Déjà, je vais partir en vacances. Comme beaucoup. Ouais, les 3 prochaines semaines déconnectées parce que ben, je viens juste de finir cette campagne aussi. J'ai été partenaire de Louise jusqu'au 20 juillet. Donc, ben voilà pour l'instant. Et puis après, j'ai enchaîné sur les commentaires et puis être présente aussi pour les athlètes que je soutiens sur les Jeux. Donc, ça a été dur émotionnellement. Là, un petit bilan à chaud, c'est que ben, j'arrive à gérer la pression sur l'eau quand je suis en contrôle sur mon bateau. Je travaille avec mon psychologue et mon préparateur mental. Mais alors, par contre, la pression, la gestion de la pression, quand je regarde de l'extérieur, je sais absolument pas le gérer. Et ça a été très dur pour moi cette semaine. Donc, j'ai hâte de retrouver mon petit bateau et de reprendre le contrôle, entre guillemets, de ma campagne olympique. Donc, premier objectif, c'est les vacances et puis reprendre en septembre petit à petit. D'ici la fin d'année, j'ai le championnat de France élite à hier, fin octobre, début novembre. Et ensuite, le championnat d'Asie en Chine en décembre. Donc, ce sera les 2 semi-grosses compétitions qui me restent cette saison avant de réattaquer en janvier. Et pour l'instant, je devrais réattaquer avec un plan assez similaire à la dernière PO, c'est-à-dire avec mon frère. Il va quand même D'accord. falloir attendre de voir comment ça s'appelle, la restructuration de l'équipe de France, qui sera notre nouveau directeur, qui sera le nouvel entraîneur national. Ça, on ne saura pas d'ici les prochaines semaines. Donc, on va rester en stand-by avant d'avoir des news. Et on va finir avec Louis. Louis, toi, aujourd'hui, tu es team manager du projet Upwind by Mer Concept, l'Ocean 50, qui est mené par un équipage 100% féminin qui va prendre le départ très très prochainement, dans 2 semaines, si je ne me trompe pas, de la première route des Terre-Neuve transatlantique en équipage entre Saint-Pierre et Miquelon et la baie de Saint-Brieuc. Aujourd'hui, c'est 100% de ton activité? Ouais, 100% de mon activité maintenant, même si voilà, j'essaie de rester bien connecté à tout ce qui se passe sur l'eau et puis notamment à l'équipe de France de voile olympique parce que ça m'a habité pendant plus de 10 ans et en fait quand on arrête ça continue à nous habiter donc faut rester actif niveau sport parce que sinon ça démange assez vite et l'Ocean 50 est en mer en ce moment à peu près à mi-distance de Saint-Pierre et Miquelon. On a Elodie Métro et Anne-Claire Lebert ainsi que notre boat captain Finn Clark à bord et le départ de cette nouvelle transatlantique se fera le vendredi 16 août effectivement en direction de la baie de Saint-Brieuc et de Saint-Quay-Portrieux. C'est un projet particulier, hein, Upwind by Mer Concept, c'est un équipage 100% féminin et avec un team manager masculin d'ailleurs. Raconte-nous comment toi tu t'es retrouvé embarqué dans cette affaire. Moi, je suis passionné de voile en général depuis toujours. C'est vrai que l'arrêt d'une carrière de haut niveau, c'est pas évident et même après 2 ans, enfin ça fait quasiment 2 ans que j'ai arrêté maintenant, ça reste un peu particulier parce que quand on est focalisé sur ces supports olympiques, la quête de sélection, la quête des meilleurs résultats possibles sur tous les championnats, et c'est un sacré truc qu'on perd dans nos vies et voilà je dois avouer que c'est quand même assez particulier à gérer donc j'ai simplement voilà postulé à cette offre d'emploi pour en espérant avoir ce job parce que voilà ça reste voilà, pour moi un boulot passion de m'occuper de bateaux de course et j'ai beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine-là donc je m'éclate vraiment à voilà apprendre le métier de team manager et c'est vrai que le projet est super avec voilà c'est un super message et des super valeurs l'objectif d'avoir plus de femmes sur nos bateaux de course et dans l'optique d'avoir une femme à bord de notre Ocean 50 pour la prochaine route du Rhum c'est vraiment enthousiasmant donc je me régale. Marie, ça donne envie de demander à Louis s'il n'y a pas une petite place pour aller naviguer en Ocean 50. C'est l'occasion, hein. Pour l'instant, je préfère l'olympisme, hein. Moi, à partir des jours en mer,
le confort, il est quand même primordial dans ma vie en ce moment. Je suis pas tout à fait prête à ça, je pense. On peut faire de l'inshore en Ocean 50 aussi. On n'est pas obligé de tout de suite partir en mer, Marie. Déjà, on va avoir une médaille aux Jeux à Los Angeles et puis ensuite, pourquoi pas? Si Louis, il est toujours dans les parages, pourquoi pas? Et je crois que les Ocean 50 viennent en Méditerranée en octobre, hein, c'est ça, Louis? Il y a un dernier Grand Prix à Sainte-Maxime. Hein. Ouais. Et la Med Max fin septembre entre Port-Camargue et Saïda au nord du Maroc, course en double. Bon, Marie, si tu es dans le coin, tu pourras aller jeter un coup d'œil pour voir à quoi ça ressemble. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très intéressant de discuter avec vous autour de ces Jeux Olympiques qui ne sont donc pas terminés. Hein. On espère bien évidemment que ça va se terminer en beauté pour l'équipe de France avec Lauriane Nolot, Axel Mazella. On aura un dernier épisode consacré aux Jeux la semaine prochaine qui sera présenté par Maxime Cogny, parce que je vais prendre quelques vacances avant 2 épisodes de rediffusion jusqu'à fin août et je vous retrouverai quant à moi début septembre pour de nouvelles aventures. Merci Louis, merci Marie et bonne semaine à tous et à toutes. Merci, salut. Merci, salut, ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!